Jerry is presenting while each other is presenting? What do you prefer? Yeah, what we typically do is that we have you on video when you're presenting, and then you'll come back on video for the Q&A, but you don't need to have video the rest of the time. James, thank you so much for that Yeah. thoughtful message you sent last night to the Daniel, je te rappelle, je suis en studio. Salut.
Désolé, j'ai un problème avec mon Internet. Je vais partager. Alors, est-ce que vous pouvez voir l'écran? Mais ce n'est pas à plein écran. Et je vais ouvrir le webinaire. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tout le monde dans la salle aujourd'hui. D'abord, je voudrais vous demander de prendre 30 secondes de silence, solidarité avec ce qui se passe présentement aux gens de la Jamaïque touchés par l'ouragan Mary. Alors, joignez-vous à moi pour prendre 30 secondes de silence, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est très important de reconnaître, alors que nous avons vu dans ce cours tous les grands défis que nous avons avec des événements extrêmes que l'on voit à travers le monde. C'est particulièrement les gens de la Jamaïque qui composent avec cela présentement. Alors, bienvenue à notre 10e session et contrairement les mises à l'échelle et les partenariats. Comment bâtir de la collaboration pour protéger la santé avec les défis que l'on doit composer dans ce processus de changement climatique. Nous avons mentionné dans toutes les sessions que vous avez un bouton au bas de votre écran et où vous pouvez avoir accès à l'interprétation pour
L'anglais, le portugais, le français, c'est presque la dernière session. Nous avons la dernière session jeudi, je suis vraiment heureuse avec la participation que nous avons eue jusqu'ici à travers les Amériques. Alors, comme vous le savez, présentement, les objectifs de ce cours, bien sûr, nous, nous savons au sujet, comprendre l'importance d'intensifier rapidement les mesures d'adaptation au changement climatique et à la santé afin de préparer les individus, les communautés et les systèmes de santé aux impacts plus graves attendus avec le changement climatique. Ensuite, d'identifier les opportunités pour augmenter les efforts d'adaptation sanitaire et prête à travailler avec un éventail plus large de partenaires afin de surmonter les obstacles actuels à l'adaptation sanitaire dans leur juridiction et de tirer profit des possibilités d'intensifier les efforts. Et bien sûr, les objectifs pour la session d'aujourd'hui, il y en a quatre: décrire des stratégies de collaboration qui impliquent efficacement la société civile, les organisations non gouvernementales et les groupes communautaires dans les efforts d'élargissement. Soutenir et tirer parti du leadership local pour promouvoir l'élargissement de l'adaptation sanitaire au niveau communautaire. Créer des mécanismes de soutien mutuel dans lesquels les partenaires gouvernementaux et de la société civile renforcent mutuellement leurs capacités d'adaptation sanitaire. Et de décider les collaborations, les cadres qui vont garder un momentum et à travers les différents partenaires que nous aurons, les organisations. Nous avons une session de 90 minutes, nous avons des présentations et une période de questions-réponses. À la fin, vous pouvez écrire vos questions pendant tout le webinaire dans le Q&A de bouton qui est au bas de la page. Comme vous le savez, toutes les ressources seront disponibles un peu de temps après cette réunion et sur le site web. Juste un rappel que la participation est comptée automatiquement quand vous vous joignez et avec l'adresse que vous avez utilisée. Alors, et vous avez besoin d'un minimum de participation pour obtenir le certificat. On approche la fin du cours. Vous rappelez que l'examen final, ce sera, vous allez recevoir un courriel, un lien lors du dernier jour de ce cours, un courriel qui comportera 25 questions euh, pour réponse. Il n'y a pas de limite de temps, mais vous devriez le faire en une seule session. Et vous avez jusqu'au 6 novembre à 23h59 pour le passer. Les certificats seront livrés d'ici le 7 décembre. Alors, veuillez vérifier votre courriel après cette date et évitez de nous contacter avant. Si vous avez des questions concernant votre certificat, veuillez contacter Maggie O'Donnell, mo3040, cumc.columbia.edu. Alors, les participants qui assisteront à 8 sessions Zoom en direct ou plus réussiront l'examen final avec un score plus élevé que 70% à la fin du cours, recevront donc un certificat de participation en climat et santé du GCCHE. Alors, le certificat de participation n'est disponible que pour les personnes qui utilisent le même courriel pour l'inscription, toutes les sessions Zoom et l'examen. Contactez-nous via WhatsApp pour recevoir des informations importantes, des rappels concernant le cours. Vous pouvez utiliser le code QR qui est affiché. Alors, pour avoir ce code sécuritaire. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ces trois conférencières
Nous avons Dr. Shirley Harper, Dr. Anna Stewart et Ghislaine Mathéus. Et je vais brièvement présenter chacune d'entre elles et ensuite on peut aller euh, la présentation du docteur Harper. Dr. Harper travaille à l'Université d'Alberta et ses recherches sont associées sur l'environnement de température et des changements climatiques. Elle collabore avec des partenaires dans tous les secteurs pour toutes les instructions et planifier les interventions. Elle était lead sur deux panels intergouvernementaux. Alors, avec un groupe de tâches et elle était entrée sur le changement climatique de Santé Canada. Elle sert présentement comme présidente du IPCC. Dr. Anna Stewart est directrice exécutive de l'Institut interaméricain pour les recherches sur les changements globaux et dans ce rôle, elle soutient les membres IAI elle est experte sur les changements climatiques dans les Caraïbes. Et Ghislaine Mathéus, superintendante de surveillance de santé municipale au département de Rio de Janeiro. Alors, Ghislaine est superintendante de surveillance. Et Ghislaine a travaillé en santé publique dans la ville de Rio de Janeiro depuis maintenant 16 ans. Et elle a pour le centre d'intelligence euh, pour tout le monde au Brésil. Nous avons peut-être, euh, Sherry, vous pouvez commencer votre présentation. C'est formidable. Je vais tenter de partager mon écran. D'accord. Est-ce que ça fonctionne? Pas encore. D'accord, merci. D'accord. Ça fonctionne maintenant, je crois. Oui, formidable. Alors, merci beaucoup. C'est tellement un plaisir d'être ici aujourd'hui. Oui, je suis Sherry Harper et je suis euh, je suis tellement excité de pouvoir partager avec vous certains des travaux que l'on a faits pour les changements climatiques et la santé en Arctique et les partenariats qui sont la clé du succès. Me présenter, je voulais vous amener euh, au sommet des Amériques aujourd'hui. Alors, juste que vous puissiez imaginer, imaginez que vous ne viviez pas là où vous vivez présentement, que vous étiez que dans l'Arctique canadien. Alors, vraiment au nord. Et imaginez comment le paysage est différent, comment les océans sont différents, la culture peut être différente, mais imaginez aussi comment le climat peut être différent. Par exemple, imaginez que vous vivez dans une communauté où il n'y a pas de route qui vous connecte aux autres communautés. Pour avoir accès, vous devez impérativement prendre un avion euh, pour aller dans les groupes de marché. Est-ce qu'on peut avoir et puis amener dans les communautés pour avoir des accès comme des produits frais? Et imaginez la relation étroite que vous devez avoir avec l'environnement pour survivre. Les hivers peuvent être très, très, très froids jusqu'à -50 Celsius et, et tout ce,
ces larges corps d'océan. Et ça gèle et vous pouvez marcher sur la glace pour avoir accès à différents endroits et l'environnement. Et pendant l'été, ben, c'est avec un bateau. Et que les pratiques culturelles que l'on a à se promener en traîneau à chien, c'est une façon de voyager sur la neige et la glace pendant l'hiver. Et dans l'été, tous ces grands corps d'eau peuvent donner accès à différents endroits, à différentes parties avec les bateaux. Et la clé que l'on puisse avoir, c'est cette relation avec l'environnement et se fier sur des générations et des générations de différents groupes autochtones pour pouvoir survivre dans ces conditions. Imaginez comment la nourriture serait différente si vous deviez aller dans un marché pour aller dans un magasin d'alimentation. Imaginez comment cher cela peut être. Alors, imaginez que les différents types de nourriture que vous pourriez manger sur les terres là-bas et les relations que vous pouvez avoir avec ces différents systèmes alimentaires pour la nutrition, mais aussi et pour pouvoir et la fierté et la culture. Imaginez comment les sources d'eau peuvent être différentes. La plupart des communautés ont de l'eau du robinet, mais ça peut être parfois pour plusieurs semaines qui n'a pas d'accès à l'eau. Alors, vous devez avoir de l'eau de d'autres sources. Imaginez comment cela peut changer rapidement. C'est probablement l'Arctique où il y a un changement climatique le plus important apparaître. Les gens qui ont été élevés dans les Arctiques ont sonné l'alarme pendant des décennies. Et quand on regarde à la science pour les connaissances, nous pouvons voir à la même conclusion que l'Arctique se réchauffe et ce sera encore pire. Alors, par exemple, je voulais juste partager ici sur cette diapo certains des signes physiques de la science. Alors, c'est un graphique sur les changements climatiques des océans. Et vous pouvez voir ici que ce que ça nous dit, c'est que la température augmente, que les océans se réchauffent, que le pH dans l'océan augmente, qu'on perd beaucoup les couches de glace l'eau, la glace d'océan décroît. La neige en Arctique couvre, la couverture décroît aussi. Et l'impact aujourd'hui, c'est tellement d'aspects de la santé des Inuits que l'on puisse voir. Impact sur la nutrition, les maladies, la santé mentale, les maladies reliées à l'eau, la morbidité de chaleur et la mort. Alors, je voulais parler d'un exemple avec un peu plus de détails. C'est la sécurité alimentaire. Alors, nous avons vu de différentes recherches que les changements climatiques euh, access- euh, créent des problèmes d'accès à la nourriture sur les terres et comment l'environnement change. Des gens nous ont dit comment la glace n'est plus prévisible, ce n'est pas stable, les gens n'y font plus confiance. Des morts accidentelles sont survenues dans les communautés quand les gens tentent d'avoir des conditions glaciées et peuvent risquer leur propre vie en sortant avec des conditions instables. D'autres recherches de l'Alaska et ils ont fait un programme de surveillance communautaire et ont demandé les membres d'enregistrer comment leurs plans ont changé quand il s'agit de se déplacer. Et ils ont vu que quand les gens parlent de plans de voyage, alors l'hypothermie et le gel sont des problématiques. Et vraiment avoir aussi des blessures non intentionnelles. Et ça, c'est le type, ce n'est pas simplement les animaux, les caribous que vous voyez sur l'écran, c'est aussi les différents baies, la végétation, la source de nourriture. Alors, c'était autre qu'on peut voir. L'année précédente, ils n'avaient plus de bleuets.
comment les bleuets sont importants pour l'environnement, mais aussi par la santé. Et pour ne pas avoir de bleuets, on n'avait jamais entendu cela avant. Et c'est arrivé. Et c'était une longue pause émotive après cela. Ce n'est pas juste une question de nutrition, mais pour les huîtres, c'est aussi une source de bien-être et de santé mentale. Et ça n'a pas l'impact sur les aliments, sur les terres, mais aussi dans les magasins d'alimentation. Vous savez, la mauvaise nouvelle, c'est très difficile que les avions puissent atterrir dans ces conditions. Et ça devient de plus en plus commun qu'il y a des avions qui ne peuvent survoler l'endroit pendant des semaines et des semaines. Et cela, les fournitures dans les magasins chutent dramatiquement. Et on peut décrire la situation quand les sources de nourriture, vous ne pouvez pas les rejoindre. Et c'est vraiment, on voit là le début de ces changements climatiques. Quand la température est mauvaise pour 5 semaines, comment pouvez-vous aller chercher des aliments? Alors, mais les communautés trouvent des solutions. Et c'est simplement de façon passive. Ce ne sont pas des victimes de changement climatique et activement, elles regardent des stratégies d'adaptation innovatrices. Alors, il y a quatre éléments différents pour cela qui, je crois, sont importants à surligner. Alors, l'autodétermination des Inuits pour la recherche et la planification. L'importance des connaissances inuites pour participer, l'importance des adaptations menées par les communautés et aussi les recherches sur le climat et la santé. Et tout cela nous amène une meilleure perception des changements climatiques. Un exemple, par exemple, que l'on peut voir dans l'article, et c'est un projet dans le Nunavut que l'on appelle le projet Onset. Alors, essentiellement, certains des travaux initiaux que l'on fait, on a déjà partagé. On sait que la nourriture est très importante pour le bien-être, pour les connexions communautaires, l'identité. Alors, beaucoup de recherches aujourd'hui se sont concentrées euh, sur que- quand, par exemple, les chasseurs sur les terres et qui ne peuvent avoir accès aux aliments et ils n'ont pas des mondes, c'est très stressant dans ces conditions et difficulté d'aller chercher de la nourriture et le mettre sur la table à la maison. Alors, nous savons aussi que il y a des pays où des sources d'aliments alimentaires traditionnels pour toutes sortes de raisons. Et pas seulement le prix plus élevé ou certains aliments qui sont de piètre qualité, mais la connexion aussi et l'identité aussi. Et c'est que la nourriture de campagne est très nourrissante et c'est qu'ils peuvent amener dans l'article comment c'est supérieur en termes de nutrition. Et finalement, on sait que c'est très important pour les Inuits d'avoir un accès aux ressources et pour s'adapter et d'avoir des stratégies d'adaptation dans lesquelles ils peuvent jouer un rôle de leadership. Ça nous amène à notre projet. Parce que tellement de recherches dans le passé et tellement de stratégies d'adaptation, de changement climatique et le rôle des hommes et des femmes la capacité d'être chasseur et d'avoir accès à la nourriture. On voulait travailler avec les femmes parce que les femmes ont aussi un rôle très important dans le système alimentaire. Alors, de mobiliser et raconter des histoires, des démonstrations de cuisine et amener les femmes à échanger les connaissances sur ce qu'elles peuvent faire dans un contexte de changement climatique. Alors, juste comme un exemple, alors, dans l'article, les changements climatiques pour avoir accès aux aliments comme les phoques, les poissons et les baies. Il y a de nouvelles espèces qui apparaissent alors que d'autres sont plus difficiles à trouver et sont plus difficilement accessibles. Alors, certaines communautés ont de nouveaux aliments et perdent de vieux aliments. Alors, quand
Les Inuits identifient le tout et on connecte les femmes à travers les communautés pour enseigner aux autres comment préparer ces aliments émergents de façon sécuritaire et respectueuse, assurer la continuité de la culture, de la nutrition et l'identification rapide des changements environnementaux. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que les sécurités alimentaires et la nutrition, c'est une priorité numéro un qui a été identifiée dans la communauté de l'Arctique. Cette approche bâtit la cohésion sociale et l'apprentissage intergénérationnel. Et ça ajoute aussi les capacités d'adaptation pour les communautés existantes et renforcer ce que l'on peut faire. Alors, pour les discussions. J'aimerais partager avec le langage des personnes et il suffit d'entrer là-dedans et merci beaucoup. Bonjour. Merci. Nous avions de la nourriture du pays toute notre vie parce que cela nous donne. Pour nous, la nourriture vient avec les saisons, le printemps, l'été. Nous voulons voir les animaux arriver à ce temps. C'est très important et ils sont une source de vie parce que la nourriture du pays nous met la nourriture euh, de santé. Pour les femmes, le changement climatique est très important aussi. Certains hommes, comme femmes, nous sommes les personnes qui nous occupons, nous le cuisinons et nous savons comment le préparer. Je suis parti de là. C'est pour que les autres personnes du monde puissent comprendre la nourriture de notre pays. Comment est-ce que la nourriture est cruciale pour nous, parce que le reste du monde comprendra combien la nourriture est cruciale pour nous. On nous a enseigné l'importance de manger
de la nourriture saine. Pourquoi c'est si important? Les femmes ont l'initiative de fournir de la nourriture. Alors c'est très bien. Alors je vais maintenant voir, je vais aller à mes diapositives. Alors ce sont les femmes dans leur propre langue et ce que je voulais montrer avec notre montant pour parler quelle est la clé de notre succès. Alors, ici, voici notre équipe plus large. Alors voilà, ça c'est la diapositive antérieure. C'est pour que l'équipe, pour que le gouvernement d'Inuit, que notre équipe a d'autres, avec les autres départements, avec les instituts de recherche, pour qui sont responsables dans les territoires et critiquement, nous sommes en train de diriger ce projet. Nous avons consacré beaucoup de temps et nous essayons de voir, d'établir des partenariats pour pouvoir répondre aux besoins des Inuits. Et nous devons développer l'orientation et de la recherche et prioriser les actions. Et nous sommes en train de publier des documents et aussi avec nos partenaires euh, pour nos programmes. Alors, nous avons consacré beaucoup de temps pour la valeur des projets, comme le dialogue ouvert et le respect, l'enseignement interculturel et la collaboration significative et l'écoute active. Nous sommes en train de mobiliser ces principes pour l'autodétermination des Inuits et le droit à la recherche et aussi d'autres principes sur la continuité. Alors, nous sommes en train d'améliorer les succès de notre partenariat avec les femmes et c'est des choses que je vais prendre avec moi et pour faire aussi être sûr d'être au cœur. Et nous allons développer les relations et aussi nous allons vouloir nous connecter à long terme et aussi la recherche et même la, avoir la sécurité culturelle et le respect, et aussi l'apprentissage mutuel et le renforcement des capacités. Et aussi, nous avons la flexibilité et la capacité de répondre et une vision partagée sur des objectifs communs et la responsabilité des relations et des soins. Ça, c'est ma présentation et vous avez des exemples de comment est-ce que quelles sont les priorités de notre recherche. Et il y a eu une trentaine d'années de développement et, et pour que vous puissiez prendre le siège de dirigeant. Alors, merci beaucoup. Ça a été un message très inspirateur. Alors, aussi le projet
que vous êtes en train de diriger. Je pense que c'est vraiment très stimulant de voir les exceptions et comment est-ce que nous développons les partenariats. Et ce qui est important dans le des partenariats, comme vous l'avez dit, c'est les connaissances des peuples, l'échange de connaissances dans différentes matières. Il y a beaucoup de questions à la fin des présentations. Alors ensuite, j'aimerais maintenant donner le microphone au docteur Stewart. Et alors que nous travaillons avec le... Alors, merci beaucoup, Hilma. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Oui, nous pouvons voir votre écran. Merci beaucoup, Hilma, de la part de mes collègues et à mes collègues parce que je suis très heureuse de partager vos connaissances. Je suis la directrice exécutive de l'Institut et la collaboration inspire les, les sociétés. Cela a été ce qui a été important dans mon travail. Voici, c'est la question du climat et de la santé. Avant de travailler avec le IAI, je travaillais avec le projet de santé globale en Équateur. Pendant 10 années, j'ai été directrice de l'Institut national de la météorologie en Équateur et aussi dans les autres institutions nationales, l'Institut national de recherche qui voyait comment la question de la diffusion du dengue, la contamination du dengue. Comme vous savez, le dengue est une maladie très complexe et je viens d'un monde où ça a été une expérience très enrichissante. Cela m'a aidé, comme Sherry Lee a dit, c'est de comprendre la nécessité du travail en commun et basé sur le respect avec les communautés. Cela est essentiel pour pouvoir faire de la recherche, du travail de recherche et l'établissement de politiques à différents niveaux, internationalement et localement. En 2019, avec le IEI, c'est une organisation internationale qui a été fondée il y a 30 ans sur la base d'un traité. Et ça a été de promouvoir la science et des changements climatiques. Et cet institut a la meilleure expertise pour développer les solutions scientifiques collaboratrices avec et de pouvoir collaborer et aussi à l'extérieur des cercles académiques. À IEI, nous parlons de les sciences, c'est des connaissances qui ramassent les connaissances académiques et dans le secteur privé, dans le secteur public, nous croyons que nous avons besoin de cette diversité parce que nous connaissons comment. Nous devons connaître ça pour pouvoir répondre aux problèmes. Ce n'est pas simplement ça a été établi par les pays membres. Alors, les pays membres, la meilleure façon pour aider les sciences et l'établissement de politiques dans les 15 dernières années, AI a été capable de promouvoir et de développer des réseaux
et je voulais vous dire comment est-ce que nous avons travaillé pour pouvoir avoir des liens. Comme j'ai dit avant, nous savons, nous rapportons à nos pays. Ça, c'est ça, c'est un congrès. Des 19 membres se réunissent avec des représentants qui sont nommés par les gouvernements, les personnes des ministres. Nous travaillons avec eux pour avoir un plus grand impact. Nous avons trois comités de conseil avec le comité des peuples internationaux, et cela a été fait en mai. C'est très important quand cela vient euh, à apporter les connaissances J'aimerais aussi vous dire que l'IAIA aussi organise le Forum Belmont. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Le Forum Belmont est une source de fonds de financement. Nous sommes 32 membres, 55 pays et 150 organisations sociales. Nous avons développé pour être accepté, nous devons avoir au moins trois pays participants et aussi nous devons avoir trois partenaires. Il y a quelques années, je pense qu'en 2020 ou 2021, le programme s'est développé avec ça a été un DIA et j'ai participé. Nous avons eu des communautés pour être sûr que nos priorités seraient. Aussi, nous avons dû préparer les pays pour qu'ils puissent avoir accès à ces euh, fonds pour, pour avoir un noyau international. Il faut avoir la collaboration de différentes sciences et l'appeler des experts de chaque région. Alors, il y avait du travail de, les- les- alors l'objectif, ça a été dans les Amériques latines, c'est les priorités de financement, c'était premièrement, ça devait être inclus dans le code. Plusieurs sujets ont été soulevés. Nous devions voir comment est-ce que nous avoir des solutions pour le code aussi, pour nous être sûr que cela était dans les priorités du CRE pour que cela puisse se développer. Comme vous pouvez voir, un des premiers objectifs, c'est la formation, les besoins, la capacité, la formation de capacité. La première fois que nous avons connu des GT avec PAO pour avoir des cours, j'étais tellement surprise au début parce que s'il y avait tellement de personnes qui se sont unies à nous et cela a été vraiment une surprise qu'il y avait tellement de connaissances dans les régions et il y avait énormément de demandes. C'est une expérience, c'est le 6e cours que nous avons mis en pratique avec le CHP et les autres partenaires. Cela nous a montré l'importance de créer ces partenariats dans les régions pour pouvoir créer et de développer des programmes qui répondraient aux besoins des régions dans leur propre langue. Parce que nous avons remarqué qu'il y avait des capacités incroyables dans les Amériques et pour protéger les espaces que
dont nous nous occupons en ce moment. Le processus a été la IAIA ne met pas en pratique, mais nous appuyons la production de connaissances scientifiques et d'appuyer la- l'établissement de politiques. Après avoir lancé le premier cours, nous avons développé un groupe de programmes. Nous avons aussi, il y avait quelque chose de 138 équipes en septembre-novembre 2022. Chaque équipe devait avoir des ça a été un cours et ils ont été formés sur ce que Shirley avait parlé, comment conduire la collaboration, comment mettre en pratique et quelles étaient les bonnes pratiques et de pouvoir analyser et à travailler directement avec la dynamique équitable euh, et de produire de la concrète, des connaissances concrètes de sciences. Et il y a eu ensuite des ateliers présentiels avec des subventions. Il y a eu des personnes en Argentine du secteur privé, à Neuquén, et aussi il y a eu des maisons où le gouvernement d'Argentine avait parti. Alors, d'autres facteurs, c'était un échange extraordinaire et nous pouvions nous asseoir autour de la table et voir les preneurs de décision parce qu'ils étaient en train de concevoir le projet à ce moment-là. Et à la fin du processus, quatre projets ont été acceptés. 15 pays ont été représentés et la plupart maintenant sont en train de terminer la dernière phase du projet. Le but était de fournir aux régions, mais aussi avec le Belmont, le projet Belmont, et une grande financement dans la climatique au Canada. Et aussi, il y a eu un défi, il y a eu aussi, il y a eu un grand intérêt avec le financement de la science et cela a conduit avec le Sud global et c'était important de travailler avec les communautés. Nous avons Hilma ici, Monsieur les personnes avec qui nous avons parlé, qui ont participé à ce processus. C'était important pour l'existence et avant que il n'est pas suffisant de lancer le cours et d'avoir du financement, mais ce qui est important, c'est que de voir comment est-ce que les personnes qui participent, c'est de les préparer parce que nous avons vu euh, il y a eu plusieurs pays, le Brésil, le Mexique, il y avait une infrastructure scientifique et aussi au Chili. Et c'est très bien d'avoir des structures scientifiques avec les ressources et aussi les personnes qui n'étaient pas dans les capitales, qui étaient dans les communautés, avoir accès qui pouvaient avoir accès aux ressources et par conséquent, nous avons été engagés à l'équité et la participation communautaire. Et il est important d'avoir aussi la question linguistique qui est une des préoccupations constantes de l'AIF et de partager ces préoccupations avec le système de financement, avec le développement
de plateformes pour recevoir des propositions en anglais, français, portugais, espagnol, et pour qu'ils aient des outils. Et cela est ma dernière diapositive. Et finalement, comme je l'ai dit au début, la collaboration est ma passion. Et au cours des dernières années, j'ai travaillé très étroitement avec des personnes qui ont travaillé sur la santé globale et avec les ressources et à partir et cela est un livre gratuit qui a compilé des histoires, des rapports sur ce qui est arrivé et les problèmes que nous avons vus de façon globale pour pouvoir faire des équipes comme on l'a dit, cela est basé sur le respect, la confiance et et de donner de l'importance aux politiques et les personnes se connaissent et cela, nous pouvons avoir aussi voir la situation dans le monde. Alors, s'il vous plaît, lisez ce livre. Il est gratuit et il est en ligne. Alors, merci beaucoup, Anna, et merci beaucoup pour votre présentation, pour nous avoir apporté cette perspective qui est différente de ce que le docteur Harper, nous voyons comment les partenariats peuvent être développés avec les institutions et les différentes institutions. Je pense que l'IAI ont apporté d'autres éléments ensemble pour pouvoir collaborer et aussi des références sur les impacts de ce que nous voulons avoir pour apporter de la formation dans les régions, mais aussi des personnes qui viennent avec des solutions pour les régions pour pouvoir améliorer les conditions et aussi les défis auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais inviter Gislani Mateus de la ville de... Est-ce que vous voyez ma présentation? Ça, c'est l'expérience que vous avez eue à la ville de Rio de Janeiro et la question d'adaptation et sur la question et nous pouvons comprendre pour présenter comment est-ce que la ville et aussi comment est en train de développer des partenariats et les cas d'urgence et les risques. C'est une ville avec 6 millions d'habitants et avec un flux de touristes et une population et dans les favelas, dans les taudis. Et il y a une région, 22% de la population vit dans des taudis et c'est un climat tropical qui est très caractérisé par des hautes températures et de la haute teneur en humidité. Et aussi, il y a la côte. Nous sommes sur la côte à Rio de Janeiro et où il y a, en général, nous avons toujours des questions des risques climatiques et de pluie et de virus, des épidémies comme le dengue. Et récemment, il y a eu des vagues de chaleur extrêmes comme on n'avait jamais vu auparavant. Alors, j'ai organisé un petit peu. Je pense que les personnes sont au courant de ces... Et comment est-ce que le changement climatique a des conséquences et des risques pour la santé et comment est-ce que cela engendre des cas de vagues de chaleur, beaucoup de pluie, des inondations et les terres qui glissent des montagnes.
Et alors, il y a aussi les questions d'inéquité, inégalité sociale qui s'ajoutent aux problèmes de maladies infectieuses et la prolifération des vecteurs de transmission. Et aussi, il y a des villes qui sont résilientes. Et il est important que les villes qui travaillent soient capables de s'adapter aux conditions, aux défis naturels et humains pour maintenir la qualité de vie. Et cela est aussi, il y a d'importants défis avec les risques. C'est une question. Alors maintenant, en essayant de développer la résilience et de construire la résilience de la santé, c'est à Rio de Janeiro. En résumé, c'est une ville. Je suis en train de parler la surveillance municipale de la ville de Rio de Janeiro qui avait 16 années, j'ai 16 ans d'expérience et cela a été très important. Comme infirmière, j'ai passé plus de 2 semaines avec des 300 de personnes qui avaient été déplacées à cause des bouleversements. Il y a eu beaucoup d'urgences et j'ai traversé ces questions et il y avait des risques hydrologiques. Bien sûr, on parle de maladies, des vagues de chaleur extrêmes, et ce que l'on a vu, que tout le monde puisse avoir une idée et une cartographie de leur vulnérabilité de chaque ville, de chaque cité, parce que la géographie, la réalité, le contexte social sont tous différents. Et c'est important néanmoins que toutes les vulnérabilités et les interactions de santé publique et de climatologie soient connues par les communautés pour ce qu'on puisse planifier nos adaptations. Et on a travaillé sur une dégradation de la santé et de la température avec des équipes résilientes, des équipes de température pour travailler de façon plus intégrée. Bien sûr, on doit renforcer nos services, c'est très important, et que l'on puisse le faire dans cette époque où on a besoin d'action et qu'il y a des besoins et qu'il puisse y avoir des urgences. S'assurer que nous fournit des services, mais aussi s'assurer que la communauté fait partie de ce plan. C'est important d'avoir de la surveillance, des systèmes de surveillance et bien sûr des systèmes d'avertissement plus rapides pour que l'on puisse tous réagir de façon quand l'action est, est nécessaire. Et on doit parler aussi de déclencher une réponse rapide pour réduire les risques, pour réduire les situations dangereuses. Alors, laissez-moi parler très brièvement de notre dernier événement. C'était une inondation immense à Acari, qui est une banlieue de Rio. Et ça, c'est le stationnement d'un hôpital. Ils ont dû fermer parce qu'ils étaient victimes aussi de cette inondation terrible. Et on travaille sur notre préparation dans notre système de santé. Nous avons une grande dans cette région parce qu'ils sont à risque de glissement de terrain. Et on a bien sûr un plan, on a un protocole intégré à leurs différentes situations. La population sait que comment se comporter dépendant des signes qu'ils reçoivent. Et bien sûr, on a un protocole intégré pour déclencher les, les mesures de santé par rapport à notre préparation et la réponse que l'on a. On a une équipe complète et les équipements nécessaires. Quand
nous avons une situation d'urgence comme une inondation et que les gens ou qui n'étaient pas connectés, alors on peut avoir une réponse, une équipe qui peut se répondre. On a des exemples ici de ce moment avec notre maire, les centres de réponse pour fournir de l'aide, tant de la défense et de niveau civil, et fournir aux gens des équipements pour les visites avant ou durant l'urgence et bien sûr après l'événement. L'idée, c'était de décroître le nombre de gens qui étaient affectés et articuler toute l'équipe, avoir de la défense sociale, de la défense de santé et les soins pour les familles qui sont affectées. Bien sûr, c'est important que nous avons notre SUS c'est connu et qui est universel et c'est gratuit et c'est ce que nous avons et pour fournir beaucoup ici. Ici à Rio, nous avons des équipes de santé qui sont des gens qui prennent soin de 3500 personnes. Alors, nous avons des agents communautaires qui sont des membres, en fait, des comités, des communautés. C'est important, des outils très importants pour nous que l'on puisse voir que notre ville et notre communauté est toujours connectée par rapport au dengue en 2024. Nous avons eu beaucoup de cas. C'est pourquoi c'était extrêmement important de détection rapide avec les bases de données, les données de santé. On a pu anticiper notre scénario épidémiologique 2 mois à l'avance. C'est extrêmement important de pouvoir augmenter notre résilience. Et bien sûr, nous voulions prévenir les maladies, mais nous savons bien sûr que c'est un grand défi pour nous. On vivait des hivers les plus chauds de l'histoire. On a eu d'autres cas de dengue, mais ça, c'était vraiment qui nous a laissé surpris parce que les changements climatiques étaient importants. La détection rapide, c'est extrêmement important pour que nous soyons prêts et fournir la bonne réponse. Nous avons des, la session de risque, les communications, les messages qui augmentent, nos forces dans des zones qui étaient peut-être plus à risque par rapport les contrôles des vecteurs. Alors, c'était une façon de, de nous fournir du pouvoir pour pouvoir confronter l'épidémie. Et puis, en février, nous avons ensuite eu ce qui est bien en avance, le dengue. Malgré les nombres de cas, nous avons eu moins de morts par rapport à d'autres capitales dans ce pays qui étaient dans une situation d'urgence. Ce n'était pas ça un problème de Rio. Nous avions vraiment le taux de fatalité le plus bas des plus récentes épidémiques parce que nous étions prêts. On était organisés et bien sûr, combinant les- euh, la météorologie, la santé et les équipes de santé pour avoir des actions connectées et concertées. Et nous avons, nous devions avoir, nous avons exclu un protocole pour les chaleurs extrêmes. Ça a été développé et nous travaillons sur la médication et l'adapter pour décroître. Alors, en novembre jusqu'en 2023, des records que l'on n'avait jamais entendus avant, des records de température. Et on a monitoré nos températures depuis plus de 25 ans. Et c'était
vraiment, c'était connu parce qu'il y avait un grand concert de Taylor Swift en ville et il y a une jeune fille qui est décédée. Et c'était un concert de Taylor Swift. La fille est décédée, il y avait un protocole. Cet événement aurait pu être annulé si nous avions un protocole. Alors, se sont basés là-dessus, sur ces événements. Nous avons créé ce protocole. Alors, alors nous avons uni nos forces de santé, de température et de résilience des équipes de climatologie. Et basé sur ces preuves et ces études, nous avons montré qu'il y a plusieurs index qui augmentent notre réponse d'urgence. Alors, nous pouvons maintenant définir des protocoles. Évidemment, je ne veux pas aller en détail à cause du manque de temps, mais je veux juste mentionner que ce protocole fonctionne comme suit. Nous avons des données pour la température, des données pour nos systèmes de santé, des hôpitaux, les systèmes d'urgence. Toutes ces données sont dans leur base de données et avec un tableau de bord qui nous donne des informations en temps réel et nous donne aussi un aspect de prévision de vagues de chaleur dans la ville de Rio. Et basé là-dessus, sur cet exercice, nous avons euh, permis combien d'heures de chaleur extrême qui pourrait affecter la population et qui nous fournit des prévisions pour les jours à venir et pour éviter la mortalité, les problèmes de santé et pour surveiller les services. Et nous pouvons fournir de bons outils pour définir 5 niveaux de chaleur. Nous avons 5 niveaux de chaleur. Alors, nous surveillons les vagues de chaleur dans la ville de Rio de la même façon que nous le faisions pour la pluie. Alors, on a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est une routine. Deuxième et trois, nous avons des communications de risque et des guides de prévention. Et numéro 4 et 5 niveaux qui sont plus extrêmes, des températures plus extrêmes. Et c'est un protocole de 200 actions pour la santé, l'environnement, la sécurité, l'éducation. Alors, bien sûr, la routine change. Alors, les centres publics pour la population qui est en besoin, ils sont toujours là ouvert les portes parce que les gens pouvaient se rafraîchir, avoir une température un peu plus basse. Et nous avons aussi déclenché des protocoles pour surveiller les risques pour les gens qui vivent, par exemple, dans la rue, les sans-abri. Ils reçoivent une attention, bien sûr, et les femmes enceintes également. Alors, on peut voir dans les sites de centres d'hydratation et bien sûr des routines de ces travailleurs dans la construction ou les serviteurs de la santé qui changent leur routine, surtout qui sont plus exposés à la chaleur. Il y a aussi des ajustements dans la routine à l'école, dans les événements qui peuvent être adaptés ou même annulés. C'est ce qui arrive quand j'ai mentionné. Par exemple, à Taylor Swift, il y a eu un événement et célébration du pré-carnaval. Ça aussi c'est annulé cette année, basé sur ce protocole. Alors, ce sont des mesures pour décroître les risques et pour que la communication soit exposée aux vagues de chaleur. Alors, très brièvement, il y a plusieurs aspects de ce protocole, mais bien sûr, c'est important de considérer des secteurs différents de notre projet. On va appeler le pré-carnaval, qui est très populaire dans la ville de Rio et à travers le pays. Et il y a beaucoup de gens dans les célébrations. Alors, dans notre pré-carnaval 2025, les gens étaient prêts et le rythme était différent. Mais l'alerte qui a été envisagée de température extrême, alors il y avait des communications de risque
par le maire de la ville. Il y avait une conférence de presse pour dévoiler à quel point, comment nous exposerions et les risques sur lesquels nous serons soumis. Alors, l'idée, c'était de laisser tout le comité, que sache les centres d'hydratation et que l'on puisse avoir des vraies opérations, des centres opérationnels pour notre communauté. Pour, on peut chercher de l'aide en cas dans une situation vulnérable et une liste de choses à faire et ne pas faire et des alertes qui seraient déclenchées sur l'application. Le 17 février, on a atteint le niveau 4 qui a déclenché différemment pour ce qui est passé en 2023, nous avions une alerte en temps réel dévoilée à toute la population pour que l'on ait ouvert vraiment des alertes pour les campagnes publiques, que les centres qui seraient ouverts et, et l'adaptation à des événements, la déhydratation, que l'on puisse renforcer nos équipes, à changer la routine de tous les travailleurs qui seraient sur la rue et travailler dans la construction. Et ce sont des exemples de comment augmenter notre sécurité. C'est et Comment développer dans la ville de Rio de Janeiro de la résilience pour être sûr que la résilience dans nos villes permette dans les moments de chaleur extrême et en ce qui concerne l'adaptation de la résilience. Et cela est déjà en train de se développer et nous avons vu des textes que nous avons écrits, qui ont été écrits. Si vous avez notre adresse de courriel, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants. J'apprécierais que alors nous avons des questions qui nous arrivent. Alors, nous allons commencer. Avec la session de questions-réponses. Pour le docteur Harper, nous avons une question vous avez dit que certaines nourritures ne sont plus disponibles. Excusez-moi. Alors, en plus du manque de nutriments, il y a des nourritures. Est-ce que vous avez été capable d'entendre la question? Oui, 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 j'ai été. Oui, avec Merci beaucoup pour la question. Je pense que si je comprends la question, c'est sur la question sur l'Arctique de l'Est, par exemple, les communautés n'ont plus d'accès de viande de caribou et il y a de la couverture alors, par exemple, ça a été demandé pour les personnes qui sont en train qui chassent, pour que avec les chariots qui vont derrière il y a il y a des nouvelles connaissances qui sont nécessaires et je pense que la question était de savoir quels ont été les changements d'aliments, de nutriments. Finalement, c'est une question d'option.
les études ont montré tout le temps que c'est là une question. Est-ce que c'était ça la question ou est-ce que c'est là au sujet des contaminants? Non, merci. Merci. Maintenant, nous avons une question pour Dr. Anand Stewart. En vous basant sur votre expérience sur la formation, sur les communications, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous recommanderiez pour disséminer des actions d'urgence dans les cas de température extrême. Peut-être que Ghislaine pourrait répondre sur la question de la communication, mais je peux répondre à comment est-ce que nous travaillons avec les équipes scientifiques pour promouvoir les communications. Nous travaillons avec les équipes avec lesquelles nous travaillons avec une équipe qui s'appelle Amérique latine 31 et il y a un cours et j'ai inclus dans mes notes et c'est les scientifiques sont classés par éditorial dans les différentes publications panaméricaines et aussi nous avons publié des livres. Il y a eu un sur la biodiversité, un autre sur le changement climatique et dans nos communications il est très intéressant et aussi ça c'est le cours qui a été le, le, le chemin qui a été pris dans ce n'est tous les mais tous les scientifiques ne devraient pas être des communicateurs mais ils devraient travailler quand même avec des communicateurs et partager les connaissances avec eux pour être sûr que les communications atteignent les communautés parce que, par exemple, cette semaine, j'étais à une réunion des Nations Unies. Il y avait des rapports des Nations Unies et il y avait peu de textes sur la dissémination de connaissances. Les, leur présentation, leurs textes ont 60 pages et il n'y a pas en espagnol ou en d'autres, et même s'il y en a, c'est 60, de toute façon, c'est 60 pages. Nous devons nous devons communiquer avec différentes langues, mais aussi avec différentes communautés, parce que cela ne répond pas spécifiquement à la réponse qui m'a été posée. La communication est un défi et c'est quelque chose qui est très important lorsque nous parlons de la santé publique. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, merci. La communiqué est de la plus haute importance dans ce processus des urgences de santé publique. Nous avons inclus des plans de communication parce qu'il y a il y a plusieurs stratégies. Moi, je ne suis pas un professionnel de la communication, mais je dois dire que il y a des professionnels de la communication et c'est certaines qui communiquent qui expliquent les risques et les systèmes d'alarme, d'urgence. Par exemple,
mais des équipes de communication, par exemple, nous avons des réseaux dans différentes favelas, dans différents taudis qui puissent partager avec les personnes qui s'y trouvent. Et cela est important que l'on puisse travailler avec ce processus de communication pour pouvoir faire en sorte que les alertes arrivent, parviennent aux personnes de ces taudis, et là, il y a la surveillance de la santé. Ce sont aussi des questions auxquelles les communautés doivent avoir accès. Merci beaucoup. Et nous sommes en train d'arriver à la fin de la session. Alors, j'aimerais aussi vous poser une question. Et c'est comment est-ce que nous pouvons arriver, réussir à maintenir ce partenariat pour inclure les conditions de communication dans ce contexte de changement climatique. Qu'est-ce que vous diriez? Comment est-ce que nous pouvons maintenir ces partenariats à temps pour qu'ils puissent conduire à des résultats que nous désirons. Qui aimerait commencer? Alors, docteur Harper ou Anna? Oh, je vais vous dire certaines choses très rapidement. Je sais que c'est quelque chose qui a été mentionné, mais j'aimerais parler du financement en Amérique latine. Nous avons encore des questions. Nous devons avoir un engagement à différents niveaux, mais même ce manque de financement, la chose la plus importante, c'était l'existence de réseaux pour pouvoir permettre la communication. Le livre que j'aimerais partager au sujet des réseaux sociaux est très important. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Alors, merci beaucoup, Anna et Dr. Harper. Alors, merci. J'aimerais ajouter que, avec la présentation que j'ai partagée, je pense que il faut développer et sont très importantes parce que nous devons répondre aux causes profondes. Et sur la question de mauvaise adaptation, il faut permettre, et le processus est très important, et cela conduira à un succès à long terme. Alors, je suis d'accord avec Anna et avec le docteur Harper. Et je pense c'est un défi vraiment parce que la question du financement et les communautés doivent avoir plus de communication. Il est important pour nous de toucher à des questions pratiques. Par exemple, les villes qui ont des politiques, il est important que tout cela soit inclus dans les services publics des villes et qui soient et lorsque je parle d'expérience, nous devons développer des méthodes scientifiques et épidémiologiques pour arriver à des questions. Je pense que Rio de Janeiro est la première de notre pays et j'ai vu comment cela s'est développé dans d'autres régions du pays. Et pour moi, c'est très important pour les villes, pour les populations et pour les personnes qui profitent de cette situation. Et parce que ces alertes, ces urgences et de répondre, je pense que c'est des défis. Pensez à toutes les villes des Amériques. Alors, merci beaucoup. Vraiment,
pour vos formidables présentations et les messages que vous nous avez laissés sur l'importance d'avoir des partenariats et d'avoir des réseaux et d'avoir des personnes et des institutions, des organisations qui puissent faciliter, qui puissent aider à prendre des actions. Et lorsque on s'occupe de les changements climatiques, et bien sûr que cela, ce qui a été mentionné, c'est le financement. Nous avons les personnes et nous avons vu et beaucoup de personnes qui veulent répondre à ces objectifs et nous allons travailler pendant cette fin de semaine, en plus de travailler avec le docteur Harper, de pouvoir toucher les racines, les causes. Alors, merci beaucoup et je vous attends de vous avoir jeudi avec d'autres points de vue avec continuer avec bien en solidarité avec les peuples de la Jamaïque. J'espère que les dommages n'ont pas été ce qui était projeté, prévu. Merci.